Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous recevons le psychiatre légiste, M. Louis Morissette. M. Morissette, bonjour. Bonjour. Comme j'ai mentionné, vous êtes psychiatre légiste. Vous avez travaillé à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe Pinel pendant 40 ans. Vous êtes professeur adjoint de clinique, département de psychiatrie et d'addictologie à l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, vous pratiquez au privé. C'est bien ça? Exact. Aujourd'hui, nous discutons d'un sujet qui peut être sensible, du moins pour certains, l'aide médicale à mourir au Québec. Ça fait 10 ans que ça a été adopté. J'aimerais faire un petit survol historique, simplement pour mettre les gens en contexte. Vous me direz s'il me manque de quoi, en gros. Mais le 5 juin 2014, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la loi concernant les soins de fin de vie, aussi connue sous le nom de Projet de loi 52. Le projet de loi a été adopté avec 94 voix pour et 22 contre. Le Québec est devenu la première province canadienne à adopter une loi de ce type. Le jugement Truchon-Gladu en 2019, le 11 septembre 2019, le jugement dans la cause Truchon-Gladu a déclaré inopérant le critère de fin de vie pour l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Suite à ce jugement, le gouvernement du Québec a décidé de ne pas modifier la loi, mais d'en adapter l'interprétation. Ensuite, le projet de loi 11 en 2023, projet de loi adopté en 2023, donc, élargit l'admissibilité à l'aide médicale à mourir. Les principales modifications incluent, et je cite ici, la possibilité pour une personne ayant un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude à consentir aux soins de faire une demande d'aide médicale à mourir. L'autorisation pour les personnes ayant une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes de demander l'aide médicale à mourir. L'autorisation pour les infirmières praticiennes spécialisées d'offrir tous les soins de fin de vie, y compris l'aide médicale à mourir, que je vais nommer AMM, à partir de maintenant, si vous me le permettez. La confirmation du retrait du critère de fin de vie, des critères d'admissibilité pour effectuer une demande d'AMM. Et pour donner quelques chiffres, là, pour mettre en contexte un peu où on se trouve au Canada en ce moment, comparativement à d'autres pays qui ont passé des lois similaires. C'est des chiffres qui datent de 2021, là, mais ça représente quand même globalement un peu la situation actuelle, quoique les chiffres ont augmenté, bien sûr. Le Canada était numéro 1 mondial, avec plus de 10 000 morts par aide médicale assistée. Les Pays-Bas suivaient avec 7 600. La Belgique, ensuite, en troisième place avec 2 700 environ. Et les États-Unis, on était passé à peu près à 1 300. Il faut dire qu'aux États-Unis, c'est un peu comme le Canada, c'est un système fédéral. Donc, il y a une dizaine d'États qui ont légiféré pour rendre la chose légale, tandis que les autres, non. Donc, on parle de 1 300 décès par aide médicale médicale à mourir, oui, pardon. L'AMM, au sein de ces 10 États, là, qui sont la Californie, l'Oregon, le Colorado, Washington, Vermont, le Montana, je crois, New Jersey, Hawaï et le Missouri, je crois. La mise en contexte est faite. Comme mentionné, vous êtes psychiatre légiste, donc vous n'êtes pas directement impliqué dans les soins de fin de vie, les soins palliatifs. Pourquoi vous intéressez à l'aide médicale à mourir? Bien, personnellement, quand j'ai commencé la médecine en 1974, les études, et ensuite diplôme de médecine générale en 79 et psychiatrie en 83, cette question-là qu'un médecin provoquerait volontairement la mort d'une personne, ça n'effleurait pas l'esprit des gens. Bien sûr, dans les années 70, il existait déjà aux Pays-Bas la question de l'euthanasie, mais on voyait ça de loin, puis on trouvait ça vraiment étrange. Là, la plupart des gens ici, je dirais, la plupart des étudiants ou des médecins que je fréquentais. Et ma pratique de psychiatrie légale dans les pénitenciers, dans les prisons, dans un hôpital sécuritaire où les personnes demeurent longtemps. Donc, des personnes qui ont, pour un certain nombre, commis des gestes de violence, enlevé la vie à d'autres personnes. Pour les évaluer, pour les avoir évalués, continuer à les évaluer maintenant encore, puis les avoir suivis dans le temps, les gens qui avaient enlevé la vie de quelqu'un d'autre. Je voyais comment ça avait un impact sur eux. Je voyais comment le respect de l'intégrité physique totale de l'autre, c'est-à-dire
la vie de l'autre, comment c'était un tabou et que c'est le tabou qui nous permettait comme société de vivre ensemble. Et quand, quand au Québec, on a commencé à parler plus clairement et ouvertement de l'euthanasie, parce que le mot aide médicale à mourir est apparu vraiment beaucoup au Québec, là, 2011, 12, 13, là. Mais avant ça, c'était euthanasie. Hubert Doucet, le professeur à l'Université de Montréal, a écrit un article en 2003 sur l'euthanasie, puis il expliquait les origines, comment on pouvait la penser, les avantages, les inconvénients. Donc, euh, c'est à partir du début des années 2000 et je regardais ça de loin, mais je me disais, ben, c'est pas possible qu'on puisse adopter une telle doctrine, puis éventuellement avoir une loi qui le permettait. Puis, dans ma pratique de psychiatrie, je suis psychiatre légiste, mais j'ai aussi pratiqué dans les hôpitaux généraux, dans les salles d'urgence. Donc, on rencontre des personnes suicidaires qui vivent une grande souffrance, qui se sentent dans une impasse, qui ne voient pas d'autre issue que la mort. Donc, je me disais, j'ai vu, je me disais comment concilier notre travail de médecin, puis en particulier psychiatre légiste à l'urgence, les personnes suicidaires, les personnes qui ont enlevé la vie et comment ils se sentent pas bien et comment le respect de la vie est important pour vivre en société. Donc, c'est 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 l'aide médicale à mourir qui m'a rejoint et non pas l'inverse. Donc, puis là, je vais commencer à dire, ben, il y a des gens qui sont d'accord, donc je vais voir, je vais comprendre, je vais regarder quel point de vue peut amener à penser que l'aide médicale à mourir est... je me crois ouvert d'esprit, donc c'est comme ça que je me suis intéressé. Et l'autre aspect, c'est que dans notre domaine de psychiatrie légale, toute la notion d'aptitude, la capacité de faire un testament, la capacité Mm. d'accepter ou refuser les soins, la capacité de signer un contrat, la la responsabilité criminelle si tu as fait un geste, casser une vitrine en lançant une roche. Est-ce que tu avais, la capacité de comprendre et cetera et cetera? Est-ce que ta capacité était, amoindrie par la présence, d'une maladie ou d'une déficience cognitive? Donc ça fait partie de mon champ d'expertise, la capacité. Donc, les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, il y a une question de capacité à consentir et à demander le soin. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé de façon, depuis les 20 dernières années. Parfait, oui, la question du consentement et de la capacité à prendre la décision est au cœur ici là, de l'aide médicale à mourir, mais on va y revenir. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes critique ou même contre l'aide médicale à mourir, que vous nommez euthanasie d'ailleurs? Donc peut-être nous dire est-ce qu'il y a une distinction entre les deux ou c'est simplement une différence marketing et pourquoi? Et si vous êtes critique ou même contre l'aide médicale à mourir, là, l'AMM? Bien, jusqu'à maintenant, là, je ne dis pas que je ne changerai pas d'avis, là, mais jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment la médecine, que les gens souffrent malheureusement, puis qu'il y a des gens souffrants qui choisissent le suicide et que il y a malheureusement toujours trop de suicides. Il y en a 3 à peu près par jour au Québec, environ 1000 par Mmh. année. Il y a toujours trop de suicides. Euh, que des gens, euh, certaines personnes aident d'autres personnes dans leur suicide. J'ai rencontré des personnes qui étaient accusées d'aide au suicide parce que c'est une infraction criminelle. Il y a eu un jugement d'ailleurs qui est tombé aujourd'hui, j'ai oublié le nom de la personne, mais il a aidé sa femme atteinte d'Alzheimer dans les Oui, mais derniers ça, stades à mettre c'est fin à sa vie. oui, c'est un monsieur plus âgé, là, Ouais. c'est arrivé. Heu, Il a été ça condamné d'ailleurs, il va faire de la prison, hein, je Oui, crois. Est-ce qu'ils vont mais vraiment l'envoyer? Je le sais pas là, mais la dame donc on n'est pas dans on est ni dans l'aide au suicide, ni dans l'aide médicale à mourir, non. puisque la personne n'était pas compétente et c'est le monsieur qui Oui, a oui, tout à imposé fait. sa volonté. Donc Mais la logique de base était d'alléger les souffrances de madame par contre. exactement, Je veux pas et faire une comparaison, c'est mais ça qui est délicat. Hem, donc votre question était: «Est-ce que je suis contre, ouais. l'aide médicale à mourir, l'euthanasie?» Oui, comme médecin. Je comprends qu'il y a des gens qui souffrent et je ne jugerai pas les gens qui aident une autre personne à se suicider.
Je ne jugerai sûrement pas les personnes qui réussissent leur suicide ou qui tentent de suicider. J'en ai rencontré à l'urgence et on essaie de les aider. Donc, c'est pas une question de jugement ou de morale de mon point de vue. Ce que je réussis pas encore à concilier, c'est comment la médecine occidentale peut accepter l'idée que d'offrir un soin, disons qu'on accepte d'appeler ça un soin, pour qui aura comme unique but de provoquer la mort de l'autre. Tantôt, vous parliez de la définition. L'aide médicale à mourir, euthanasie, c'est un geste qui n'a que pour seul but d'enlever la vie de l'autre. Bien sûr, en enlevant la vie, toute souffrance disparaît. Oui, il y a une logique là, mais c'est pas un soin médical qui cherche à soulager la souffrance, mais qui peut aussi avoir comme effet secondaire de rapprocher le décès, la morphine, par exemple. On a souvent confondu ça. C'est quoi la différence entre l'aide médicale à mourir? Vous avez dit tout à l'heure, on va dans la technique là même, c'est 3 produits qu'on donne intraveineux. Plus récemment, on peut donner des produits par la bouche. Pouvez-vous décrire un peu plus en détail donc le premier précisément produit, le processus? Si on parle de processus intraveineux, c'est le premier produit, c'est une benzodiazépine. Donc, Valium, Ativan, Rivotril, c'est un type comme ça. C'est du Versed, mais c'est dans la même famille. Intraveineux, ça amène un endormissement. C'est ce qu'on donne au début des anesthésies. Ensuite, on donne un relaxant musculaire, c'est-à-dire qu'un produit qui va arrêter la respiration. Tous les muscles deviennent paralysés. Et le troisième produit, on donne du potassium. Donc, ça, c'est un produit qui va amener une fibrillation ventriculaire. Donc, le cœur s'arrête. Le potassium, ça doit être dans une dose extrêmement élevée, là, par contre. Intraveineux. 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 Oui. Donc, le décès, c'est extrêmement efficace. Ça fonctionne. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne. Et ça peut prendre 2, 3 minutes environ. 3, 4 minutes, 2, 3 minutes. Ça peut varier. Maintenant, par la bouche, on peut donner des produits. C'est essentiellement des phénobarbitales, donc un produit très sédatif qui existe depuis très longtemps, puis qui amène une dépression respiratoire. Tu arrêtes de respirer, puis d'oxygène, donc le cœur va flancher éventuellement. Donc, mais la personne ne sent rien, si j'ai bien compris. Non, exactement. La personne ne sent rien. C'est sans douleur. Là. On présume que c'est sans douleur et on n'en doute pas. Donc, c'est une technique bien identifiée, efficace. Donc, ce côté-là, ça va. Mais c'est une procédure qui n'a que pour but que d'enlever la vie. Bien sûr, on va dire ça soulage parce que la vie n'est plus là, on s'entend. Alors que si on donne des... Il y a eu une confusion, peut-être ça existe encore, entre si j'ai un cancer généralisé avec des métastases osseuses et qu'on me donne la morphine, il peut arriver que plus on devra augmenter les doses de morphine, que comme effet secondaire, je vais respirer de moins en moins bien et que ma vie va être abrégée de quelques jours, quelques heures. Mais le but visé par la morphine, c'est de soulager la souffrance. Mais oui, un effet secondaire, un peu comme les produits anti-cancer qui ont des effets secondaires. Il y a certains produits anti-cancer qu'on a arrêté de donner parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne vivaient pas plus longtemps. Donc, il y avait toutes sortes d'effets secondaires, mais ça ne leur donnait pas rien de positif. La morphine que l'on donne pour soulager la souffrance, pendant une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois. On ne cherche pas la guérison ici, on cherche à alléger les souffrances. Soulager, et ça fait partie de la médecine, ça fait partie du serment d'Hippocrate, ça fait partie de accompagner, soulager. Donc, c'est ce qu'on vise en médecine. Mais je comprends qu'on est rendu à une étape ailleurs, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a un traitement qui a pour but d'enlever la vie. Et on accepte maintenant, c'est accepté, là, je pense, par la société et par d'après les derniers sondages, 80% de la population est en faveur. Ceci dit, ça c'est aujourd'hui. En 2014, je ne connais pas les chiffres, mais les derniers chiffres, du moins que j'ai trouvés en ligne avec un peu de recherche,
On parle de l'aide médicale à mourir à 80% d'acceptation dans le public pour les personnes qui souffrent énormément et qui sont en fin de vie de maladies graves, cancer notamment, on parle souvent du cancer, mais quand il vient de temps de parler de santé mentale, on passe à 40% de taux d'acceptation. Oui, Pas la donc, même chose. non, ben, au Canada, le Philippe gouvernement... Couillard lui-même, excusez-moi, mais l'ancien premier ministre du Québec a dit au sein du balado d'Alain Gravel sur Radio-Canada Audio sur la question de l'aide médicale à mourir, si en 2014, lorsqu'il était premier ministre, on aurait inclus la santé mentale comme facteur possible pour demander l'aide médicale à mourir, il aurait voté contre. Oui, oui. Donc, la- au départ, là, comme si on se rappelle, là, Mme Yvon, la commission, on parle de... Ça a été Véronique voté en Yvon à l'époque, ouais. 2014. Si on parle de 2014, mais donc, lors des auditions parlementaires, tout ça, on disait c'est un soin exceptionnel pour une situation exceptionnelle, les gens en fin de vie. Ne vous inquiétez pas, il n'y en aura, ça ne dépassera pas 0,5% des décès. On parlait de quelques centaines par année Oui, à peu c'est près. ça. Là. Pas plus. 0,5% des Ouais. décès. À ce moment-là, aux Pays-Bas, l'euthanasie, c'était environ 1% des décès. Aujourd'hui, au Québec, les derniers chiffres là, pour 2023, c'est 7,3% des décès. Ouais. Donc, c'est l'endroit le plus élevé au monde. Mais ceci dit, donc, comme médecin, moi le premier, comme personne, et je ne veux pas mourir étouffé, je ne veux pas mourir en souffrance, je ne veux pas mourir en douleur, On s'imagine souvent dans la même situation. Hein? je ne veux pas mourir seul. Donc, j'ai ces craintes-là, là, comme tout le monde. Puis, je comprends bien que les personnes ne veulent pas ne veulent pas se retrouver seules, en douleur, peu capables de respirer, peu capables de manger, etc. Donc, on veut trouver une solution à ça, et ça existe. Les soins palliatifs, ça existe. Des bons soins palliatifs, ça existe, mais c'est onéreux, c'est dispendieux, et ça prend des médecins et du personnel infirmier et des accompagnants qui veulent travailler auprès de cette clientèle-là, ce qui est pas valorisé dans notre système de santé actuellement, autant par la formation générale des médecins, je dirais, que par les coûts. Aujourd'hui, les coûts de fin de vie, si on pense au CHSLD, un bon CHSLD qui prend bien soin des personnes qui résident là-bas, ça prend du personnel de soutien, les infirmiers, la cuisine. C'est onéreux. Et comme société, les gens constatent que on entend des histoires moins, j'allais dire d'horreur, mais c'est pas toujours d'horreur, mais c'est souvent inquiétant. On veut pas finir dans un CHSLD. Vous allez me dire, mais est-ce qu'on choisit l'aide médicale à mourir pour cette raison-là? Pas uniquement, mais c'est une option qui devient présente. Donc, tout à l'heure, vous avez dit on doit parler de la capacité décisionnelle. Quand on prend une décision, mais ça, c'est vrai pour tout le monde, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si moi, j'ai un pécule de 100 000 à la banque et que je pourrais recevoir les soins d'une personne accompagnatrice 20 heures par semaine, mais que je sais que je vais mourir dans quelques mois, je pourrais dire, ben, je préfère garder ça pour les enfants et demander l'aide médicale à mourir plutôt que d'être seul pendant les dernières semaines. Il y a toutes sortes de Mais vous considérations. seriez toujours éligible, admissible. Étant donné qu'on prend paquet ici, vous avez maladie dans les derniers stades, là, disons. Là. Vous pourriez dire, même si je pense souffrance totale, je préfère demander l'aide médicale à mourir maintenant pour des raisons principalement de fardeau, pour ne pas être un fardeau et Ben, donc léguer. ça rentre dans les considérations. Hmm. Voyez-vous, on se questionne pourquoi le Canada la loi au Québec est apparue en 2015, au Canada en 2016.
Pourquoi on a pris on est devenu le plus grand nombre? Pourquoi la popularité de ce soin-là est si grande? Il y a plusieurs facteurs, j'imagine, mais un des facteurs, c'est comment la loi canadienne est formulée. La loi canadienne dit simplement, si moi je souffre de douleur, mais c'est très personnel, là, c'est très subjectif, et que j'en parle avec mon médecin, puis le médecin il dit, mais écoutez, on a telle solution, telle intervention, procédure, médication qui pourrait vous aider. Euh, on pourrait essayer de trouver quelqu'un de CLSC qui vienne avec vous pour l'hygiène, etc., quelques fois par semaine. La loi canadienne dit simplement, le médecin, la personne doit prendre en considération les options présentées par le médecin. Le médecin ne doit jamais amener lui-même la question de l'euthanasie ou de l'aide médicale à mourir, mais il doit présenter les options médicales et sociales disponibles, le soutien psychosocial disponible. Le médecin doit aborder ça avec l'individu. Puis la personne qui entend ces recommandations-là ou suggestions peut dire au médecin, j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais moi, je considère que ces options-là ne sont pas bonnes pour moi et ne s'appliquent pas bien à moi, donc je veux procéder. Dans les autres pays, la plupart des lois sont formulées pour que le médecin ait un certain, on va dire, droit de veto. C'est pas tout à fait, c'est pas dit comme ça, Pour mais l'empêcher? le médecin pourrait dire, écoutez, je comprends que vous êtes souffrant puis que vous voulez pas, mais moi, je peux pas vous déclarer éligible à moins que vous essayiez un minimum de traitement. Actuellement, au Canada, c'est le plus gros enjeu par rapport à la santé mentale et l'aide médicale à mourir. C'est-à-dire que on sait comme psychiatre que les gens qui sont dans un état dépressif sévère, ils voient plus la fin, ils voient plus d'options. Puis parfois, on doit imposer un traitement, on va au tribunal, on obtient une ordonnance de traitement, puis on va imposer un traitement, puis la personne, après 1 mois, 2 mois, va vraiment mieux. Donc, mais la loi canadienne ne, ne permet pas au médecin de dire, écoutez, je pense que vous devriez essayer un traitement minimal, pas extraordinaire, pas un traitement expérimental, un traitement minimal. Et la loi canadienne ne permet pas au médecin de dire, ben, moi, je ne vous trouve pas éligible là, parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas essayées. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais maintenant, là, vous savez que ça, c'est disponible. Il y a quelqu'un du CLSC qui peut venir vous aider avec la cuisine, le ménage, l'hygiène. Euh, et si vous avez ce soutien-là, peut-être que la vie va vous être plus agréable. La personne pourrait tout de même dire, j'entends ce que vous dites, mais je ne vais pas l'essayer. Et donc, elle demeure éligible selon la loi canadienne. Ça, c'est un gros facteur qui explique, d'après moi, mais je ne suis pas avocat, qui explique pourquoi il y en a autant au Canada. C'est que le médecin doit se faire des suggestions et Excluant l'aide médicale à mourir. oui, il ne peut pas en parler spontanément, mais la personne peut Ouais. l'amener, la personne l'amène. Et à ce moment-là, le médecin dit, écoutez, mais pourquoi vous essayez pas? Ah, je ne veux pas. Il y a des préjugés ou les gens ont leur idée. Donc, c'est un des facteurs là, qui fait que l'aide médicale à mourir au Canada est très, très élevée. Et là, on revient à la capacité de consentir Hmm. dans notre... Puis c'est extraordinaire, cette notion-là. C'est apparu de façon beaucoup plus claire après la Deuxième Guerre. C'est-à-dire on exige maintenant que la personne accepte ou refuse tout soin, toute intervention. On respecte l'autonomie, l'intégrité de la personne. On respecte le désir de la personne. C'est souhaitable, c'est louable et on veut ça. Et, mais comme je le disais, la formulation de la loi canadienne fait en sorte que c'est devenu un droit. J'ai le droit d'avoir l'aide médicale à mourir si je le demande. Alors que dans les autres pays, c'est pas formulé aussi clairement. C'est une option, mais il y a quand même des soins minimaux que vous devez accepter. Si vous les acceptez pas, ça va, vous pouvez
on ne vous forcera pas à les recevoir, mais on ne vous donnera pas l'aide médicale à mourir. Ici, c'est pas On si peut plus dire non. euh, C'est très difficile. Ici, on peut refuser les soins. Donc, encore là, cette notion-là, on ne veut pas la remettre en question. Mais le docteur ne peut pas dire non à une demande d'aide médicale à mourir. Pratiquement pas. Et Pratiquement. je vous dirais que c'est le seul soin qui est comme ça au Québec ou au Canada. Si vous allez chez votre médecin, vous dites, je pense que j'ai une otite, là, je voudrais des antibiotiques, j'exige des antibiotiques. Le Il n'est pas médecin, obligé. il va regarder l'oreille, puis il va dire, non, c'est une otite séreuse, c'est pas bon, les antibiotiques pour ça. Il va dire non. L'ange, j'ai mal à l'ange, je boite. L'orthopédiste va dire, écoutez, on peut faire de la physiothérapie, peut-être qu'on peut faire une injection d'un produit pour soulager. Avant le remplacement de hanche. Avant le remplacement. Non, c'est le remplacement que je veux. C'est l'aide médicale à mourir, c'est le seul soin que le médecin, une fois que c'est formulé par le patient et que la personne a la capacité de consentir, ça devient une obligation. Puis, le Collège des médecins, comme les autres collèges au Canada, dit à ce propos-là que si un patient vous fait la demande d'aide médicale à mourir et que, vous connaissez ce patient-là et vous le suivez, et que d'après vous, il peut correspondre à ce qui est requis pour l'obtenir, vous devez, si vous ne voulez pas le faire, vous devez le référer à quelqu'un qui est disponible rapidement, donc une référence efficace pour pas que ça traîne. On comprend pourquoi, mais ça indique comment c'est devenu un droit pour le patient. Puis ça fait partie des soins maintenant. On ne reviendra jamais en arrière, là, je crois que ça c'est réglé. Ça fait partie des soins. Mais on ne doit pas s'étonner qu'au Québec ou ailleurs au Canada, il y en a plus parce que c'est un droit. C'est devenu un droit. Vous avez mentionné les coûts et vous avez mentionné aussi que les docteurs ne peuvent pas le suggérer. Ceci dit, et c'est anecdotique, j'ai pas d'études ou de statistiques précises, mais anecdotiquement, on a entendu plusieurs fois, pas que des docteurs, mais plus, je dirais du personnel du système de santé suggérer l'aide médicale à mourir à certaines personnes. C'est anecdotique, c'est un qui dit quoi. Mais apparemment, c'est pas non plus si isolé qu'on pourrait le croire. On en discute au moins, ou on fait flotter l'idée parce que vous êtes dans telle ou telle situation plutôt difficile. Vous pouvez penser à ceci, l'aide médicale à mourir. Donc, de un, il semblerait, et là, encore une fois, je me réfère au balado d'Alain Gravel, où on le dit mot pour mot. Certaines infirmières l'ont proposé. Après, il n'y a pas d'études, encore une fois, sur à quel point c'est répandu, je ne pourrais pas vous dire, mais ça a été dit. Et les coûts. Encore une fois, c'est anecdotique, mais on a certaines histoires de personnes qui passent par le système de santé très malades, personnes très malades, on s'entend, souvent très âgées, avec des maladies incurables à un stade relativement avancé, qui passent par le système de santé sans nécessairement être dans une optique ma vie va se terminer dans les prochains jours, les prochains mois. Mais les soins sont tellement exécrables que finalement, ils disent, mais écoutez, je veux que ça se termine, puis je demande l'aide médicale à mourir. Donc, et je rajouterai ceci, et c'est ce qui m'a troublé un peu personnellement, c'est que les personnes ont dit, la seconde que j'ai demandé l'aide médicale à mourir et qu'on m'a fait passer aux soins palliatifs, dans l'optique, bien sûr, d'obtenir ces soins de fin de vie-là, vous appelez l'euthanasie, je pense que c'est le bon mot aussi, tout allait bien. Soudainement, j'avais les soins que j'avais besoin, le docteur était là, l'infirmière était là, tout le monde était présent, et avant, par contre, je ne l'avais pas. C'est anecdotique, je tiens à le préciser, je n'ai pas d'études devant moi, je n'ai pas eu de statistiques, mais cette histoire s'est répétée à quelques reprises et je crois qu'elle ne peut pas être ignorée. Quelle est votre vision de la chose? Je pense qu'il y avait 3 éléments. Ouais, Donc, le premier élément, est-ce qu'il y a des soignants, médecins ou autres, qui ont pu suggérer, oui, l'anecdote peut, mais dans d'autres provinces, je n'ai pas vu ça au Québec, mais dans d'autres provinces, il y a 2 ou 3 poursuites actuellement, là, au niveau légal, là. Des familles qui entreprennent des poursuites contre certains intervenants, puisqu'il semble que les intervenants, ce soit eux qui aient amené le sujet. Et je pense qu'il y a même... Intervenants ici, c'est pas que des docteurs. Là. Non. Exact. C'est
Comme on l'avait dit au début, dans les autres provinces, puis au Québec, c'est plus récent, mais dans les autres provinces, c'est depuis l'instauration, là, en 2016, au Canada, les infirmiers praticiens peuvent offrir ce soin-là. Donc, et il y a une poursuite légale, là, si je ne me trompe pas, où c'est le patient lui-même qui poursuit l'intervenant en disant: «Vous m'avez suggéré ça, vous n'aviez pas le droit». Mais au Québec, je n'ai pas vu ça, mais ça demeure anecdotique. Mhm. Ça, c'est vrai. La question des soins qu'on a, puis qu'on a moins, puis qui deviennent très rapido lorsqu'on fait la demande d'aide médicale à mourir, euh, il faut à mon avis, il faut le comprendre dans le contexte que ce que je viens de vous dire. Le Collège des médecins exige que dès que la personne le demande, il y a tout un protocole, processus qui se met en place et tu ne veux pas être coincé, là, tu ne veux pas te faire dire: «Tu n'as pas suivi la procédure». Tu ne veux pas te faire dire comme intervenant, médecin, si on parle du collège des médecins, tu ne veux pas te faire dire: «Ben, écoutez, le patient l'a demandé, puis toi, tu as dit: "Ben, tempérez, attendez à demain". Non, Fait que c'est plus risqué tu de veux pas potentiellement rentrer dire dans non. ça, là. Fait que c'est plus risqué, juridiquement parlant ou procéduralement parlant, de potentiellement tempérer la demande ou peut-être même la refuser. On ne peut plus la refuser, en gros, mais même tempérer, c'est plus risqué juridiquement que d'aller de l'avant. Ben, c'est-à-dire que si la personne fait la demande, il faut que le processus débute. Mm. Et si tu retardes la mise en place du processus, c'est ça qui va être reproché par la suite. Il faut que le processus soit respecté, les évaluations, l'aptitude, la souffrance, les options soient offertes au patient, à la personne qui le demande. Donc, tout ça, ça doit avoir lieu. Mais si toi, on- si tu dis, ben écoutez, là, vous me demandez l'aide médicale à mourir, mais on ne commencera pas ça tout de suite, là. Pensez-y, puis je viens vous voir lundi, on est vendredi. Je reviens vous voir lundi après la fin de semaine. Et ça pourrait être mal vu. Ça pourrait être Par le mal vu. collège. Oui. Mm. Bon, vous avez mentionné là, que le nombre initial, on s'attendait à 0,5 là, du taux de décès qui passerait par l'aide médicale à mourir au Québec, là, ce qui était à peu près dans les 500, là, quelques centaines. C'est en 2014. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 5600. De mémoire, l'an dernier, ça a augmenté d'à peu près 20 mais les années précédentes, on était dans des taux d'augmentation autour de 40-50 annuellement, ce qui nous mène à plus de 5600 aujourd'hui. Avons-nous mal anticipé les choses? La forte demande signifie-t-elle quelque chose de bien ou de mauvais? Ou est-ce que c'est simplement une anecdote, encore une fois, qu'on ne devrait pas vraiment lire dans cette augmentation rapide de demande décès par aide médicale à mourir? On ne devrait pas y lire quoi que ce soit, là. C'est vraiment anecdotique. Là, pour moi, c'est clairement pas une anecdote, c'est pas anecdotique. Mais la question, est-ce que c'est bien ou mal? Il y a des gens qui vont vous dire, ben c'est bien, c'est la preuve que les gens connaissent savent que c'est disponible. Les personnes savent que c'est disponible. Les soignants savent comment faire. Les procédures sont claires. Euh, on est capable de recevoir la demande, de faire les procédures, évaluer la personne, deux médecins évaluent. Donc, il y a des gens qui disent, écoutez, c'est la preuve que le système fonctionne bien. Puis une autre preuve que le système fonctionne bien, bien, la Commission des soins de vie au Québec qui évalue tous les rapports, les documents qui sont envoyés suite à une aide médicale à mourir. Donc, c'est tout répertorié, vérifié. Est-ce que tout a été fait est-ce que toutes les étapes ont été respectées? Donc, la commission de soins de vie dit, jusqu'à maintenant, dit, écoutez, il y a eu des petites choses. On est allé voir le médecin, il a mieux rempli les formulaires, on a discuté avec lui, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est très peu, généralement, de façon très, très, très globale. C'est très bien fait. Les médecins remplissent ça, font ça de façon exemplaire, suivent la procédure. Donc ça, on pourrait le voir de ce côté-là. À la fois, l'information est disponible aux personnes, les clients, les usagers, les bénéficiaires qui le demandent. Puis, le système est préparé pour faire face à cette demande-là. Donc, tout va bien. Si on regarde le côté peut-être moins positif, c'est est-ce que c'est pour quelle raison les gens demandent?
Bien sûr, il y a la souffrance physique, mais il y a aussi l'isolement social, les soins qu'on peut ou pas recevoir à la maison, le soutien qu'on peut avoir dans la communauté si tu es en chaise roulante ou malvoyant ou que tu as besoin de dialyse ou que peu importe la maladie chronique que tu as. Donc, si les gens qui font la demande, euh, s'il y avait une solution différente pour soulager leur souffrance, autant physique que parfois sociale, morale au sens solitude, tristesse, isolement social, si on avait des options, mais comme je le disais tantôt, on ne peut pas les imposer non plus. Puis c'est correct, on veut pas imposer un soin à personne. Mais on peut dire que s'il avait été là en amont, peut-être que la demande ne viendrait pas. Moins. Ou moins. On peut penser ça. On peut penser ça. Euh, Si on mettait autant d'énergie dans les soins palliatifs, quand je dis énergie, c'est bien sûr les dollars monétaires, les ressources humaines, l'information, hein. Euh, Au Québec, me semble-t-il, je comme on entend parler de l'aide médicale à mourir dans les médias, c'est extrêmement positif. Puis je crois que les gens, donc je mets pas ça en doute que c'est positif, mais quand est-ce que vous voyez, quand voit-on un reportage sur les soins palliatifs, sur les soins palliatifs? On en- donc, il y a un déséquilibre, à mon avis, qui fait en sorte que l'aide médicale le soin, l'aide médicale à mourir, est privilégié par les personnes qui sont en souffrance, soit en fin de vie, soit parce qu'ils souffrent d'un handicap chronique ou d'une maladie chronique. Puis, euh, les autres options sont moins connues et moins disponibles. Tout à l'heure, je disais à propos de l'aide médicale à mourir et troubles mentaux. Il y a deux facteurs qui font que c'est toujours retardé. Maintenant, c'est retardé jusqu'à mars 2027. Puis au Québec, ça a été refusé par la commission parlementaire. Il y a deux raisons principales. C'est comment distinguer, comment s'assurer que la personne qui souffre d'une maladie mentale grave, là, on parle de schizophrénie ou bipolarité, épisode dépressif, etc., euh, comment s'assurer qu'elle est apte à prendre cette décision-là. Puis l'autre facteur, c'est avant d'offrir ce soin-là, il faut s'assurer que les soins à ces personnes-là, ces patients-là, ces personnes qui souffrent de ces maladies mentales graves, s'assurer que les soins soient disponibles alors qu'on sait que c'est le parent pauvre de la médecine. Hmm. Il y a d'autres secteurs de la médecine qui sont mal budgétés, qui ont moins, qui n'ont pas toutes les ressources qu'ils devraient recevoir, mais la maladie mentale, entre autres. Donc, avant d'offrir ce soin-là, l'aide médicale à mourir, à des personnes qui sont peu capables de recevoir les soins pour leur pathologie, c'est pour ça que ça prend du temps, là. C'est l'accès aux soins et la capacité de consentir. Puis le troisième facteur pour l'aide médicale à mourir et les maladies mentales, c'est comment peut-on être certain que l'épisode dépressif dont souffre Joseph depuis 3 ans, puis plusieurs traitements ont été non efficaces, comment être certain qu'il n'y aura pas amélioration dans les prochains mois? Et l'aspect de non-guérison ou de non-amélioration. Cancer du pancréas, stade 4, métastase osseuse et cérébrale et pulmonaire. Peut-être qu'on ne va pas savoir si c'est 4 jours ou 4 mois, mais on sait que dans les prochains mois, la personne va être décédée. Donc, il y a moins. Mais pour la maladie mentale, comment ça sur quelqu'un qui est paralysé suite à un accident de voiture et qui ne peut plus utiliser ses bras et ses jambes, puis ça fait 4 ans, actuellement, la médecine, on n'a pas de traitement pour ça. On n'a pas de traitement pour ça. Si c'est 2 mois après l'accident, on peut espérer certaines améliorations jusqu'à peut-être 2 ans après l'accident, mais
après 4 ans, 6 ans, la personne qui est au lit, qui a besoin de quelqu'un 24 heures sur 24, on n'a pas actuellement en médecine un traitement pour ça. On sait que ça ne s'améliorera pas. Alors que pour la santé mentale, un épisode dépressif ou un épisode psychotique, euh, même si ça fait longtemps, même si on a essayé plusieurs traitements, on a vu des gens qui se sont améliorés après plusieurs mois, années. Donc, c'est ces facteurs-là là, qui font que euh, l'économie joue si tu n'offres pas le soin. Hein, si tu n'offres pas le soin, puis tu offres l'aide médicale à mourir, strictement d'un point de vue économique, là, sans cœur, là, sans émotion, Purement rationnel. c'est rentable. Mais est-ce que ça explique le fait que le public semble le demander de plus en plus? On passe, encore une fois, là, d'une estimation de quelques centaines par année à plus de 5600 et ça continue d'augmenter. Il y avait un docteur Claude Rivard, je crois, là, Oui, qui a performé, qui a fait plusieurs oui. aides médicales à mourir, là, qui était en charge de ça plusieurs fois, des centaines apparemment. Et lui disait, je me rappelle bien, dans un entretien, ça pourrait bien atteindre 40 à 50 des décès tôt ou tard, il dit. Là, en fait, lui, il prévoyait un monde où soit on mourrait par aide médicale à mourir ou par accident, en gros, là, l'imprévu. Euh, mais ce qui, ici, me semble être la question centrale, c'est qu'on est passé de quelques centaines à 5600 et ça continue d'augmenter parce que la demande est très forte. J'ai l'impression qu'on ne peut pas empêcher les gens de le demander. Et ça, j'ai en partie, du moins, la discuteur m'a expliqué, mais il me semble qu'il y a une dynamique au fond de ça là, qui pousse tout ça vers l'avant, qui est difficile à comprendre. Est-ce que vous y voyez un bon ou un mauvais signe, en fait? Bien, ça, on s'éloigne de la médecine à ce Un moment-là. petit La peu. médecine, pour l'aide médicale à mourir, n'est que l'outil. Hmm. Hein. Exact. La médecine n'est que l'outil. Puis, qui demande à la médecine d'utiliser cet outil-là? C'est la société. La société, c'est nous, comme citoyens. Puis, je le disais tout à l'heure, moi, comme citoyen, mourir, j'ai une angoisse certaine, puis il y a des choses que je veux pas quand je vais arriver à la fin de vie. Est-ce que je veux être complètement dépendant des autres ou isolé socialement ou en souffrance ou en difficulté respiratoire? Donc, ces craintes-là, à mon avis, sont universelles pour toutes les personnes. Et si est disponible un outil pour diminuer cette crainte-là, quand le temps sera venu, ceci sera disponible. Euh, je pense que c'est l'évolution de la société, là. On a valorisé avec raison l'autonomie, l'intégrité, l'indépendance, le respect de l'individu, c'est très bien. Notre société valorise beaucoup le ressenti, le vécu, le moi. Puis, c'est, on se valorise comme ça. Le soi est un peu disparu ou moins présent. Le soi étant ce qui nous unit globalement, et le moi étant chaque individu. Donc, il arrive, comme docteur Rivard, quelque part, je suis son idée, là, dans le sens que et c'est là qu'on relie, d'après moi, l'euthanasie, l'aide médicale à mourir et le suicide. Hmm. Arrivera le temps où, si j'ai des souffrances, moins d'autonomie, moins d'indépendance, moins que je me sens un fardeau pour les autres, je me suicide. Et là, l'outil, c'est un outil médical qui est permis par la société, qui est légalisé. La médecine a accepté ce rôle-là parce qu'il y a les connaissances. Les médecins ont les connaissances pour faire cet acte-là de façon rapide, efficace. Donc, la médecine a accepté de devenir un outil pour la société dans ce cadre-là, mais d'après moi, c'est ce qui... quand on parle d'aide médicale à mourir, d'euthanasie, on doit aussi parler de suicide, là. De suicide, ça va ensemble. Puis les gens ont le droit de se suicider.
Moi, je ne juge pas ça. Ce que je déplore, c'est que la médecine a accepté de devenir cet outil-là. Mais je ne souhaite pas que les gens se suicident, mais je ne jugerai pas les gens qui se suicident. Vous avez posé la question, vous avez intitulé une de vos présentations à laquelle j'ai assisté d'ailleurs avant cet entretien. Comment la médecine occidentale en est-elle venue à l'euthanasie? Donc, je vous pose la question, comment en est-elle venue à ceci? Ben, c'est une opinion très personnelle, là. Je ne suis pas philosophe ou sociologue, là, mais donc Hippocrate disait à l'époque que je ne donnerai pas de poison même à ceux qui me le demandent. Donc le serment d'Hippocrate euh, refusait l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie à cette époque-là. Euh, mais il faut se rappeler qu'au temps d'Hippocrate, le suicide était bien vu. C'était une mort honorable, c'était une mort acceptée, acceptable, honorable. Euh, cette notion de mort honorable, de suicide, mort honorable, ça a disparu avec l'Église, là. Le suicide était non accepté. Et euh, donc, on ne parlera pas de tout, là, mais quand on arrive plus récemment en Occident, ben, l'Église, avec le siècle des Lumières, puis on valorise, on ne veut plus que l'Église ou l'État contrôle les gens, leur disent quoi faire, quoi penser. On respecte l'individu, on valorise les sciences. Ça permet le développement des technologies, y compris de la médecine. On est rendu dans les années 50, 60 jusqu'à maintenant. La médecine a fait des progrès énormes avec les technologies, les procédures. Le taux de survie après les accidents est... Notre médecine est très efficace pour soulager toutes sortes de problèmes, alors qu'il y a une centaine d'années, les gens décédaient après tel ou tel accident ou lorsqu'ils souffraient de telle ou telle maladie. Donc, la médecine est devenue très efficace. Et ce qui est apparu aussi là, après la guerre, après les années 50, est apparu euh, la notion que l'individu, c'est ce qui prime. L'individu est un consommateur, l'individu décide de sa vie, l'individu, le subjectif de l'individu est très important, puis c'est correct. Et la médecine a suivi ça. La médecine est devenue technique. On est beaucoup moins dans la relation. Les médecins de famille là, qui accouchaient puis qui suivaient la personne pendant 40 ans, on en voit de moins en moins. Puis c'est pas une question de blanc. Je ne le fais pas. J'ai Mmh. suivi des gens pendant quelques dizaines d'années, mais quelques-uns, j'ai pas fait ça de toute ma pratique. Mon point est simplement de dire que la médecine a évolué au même titre que la société. Les médecins sont d'abord des citoyens. Donc, il le ils ont développé aussi le respect. Ils veulent se faire respecter leur temps, leur bien-être et c'est louable, on ne reviendra pas en arrière. Donc la médecine occidentale, puis étatique, au Canada, là, fait en sorte qu'on est des employés, on a des commandes. Indirectement, l'État qui légifère ceci qui est possible et qui est un droit, ben, nous, on est l'outil qui va l'utiliser, qui va permettre à ce droit-là d'être exercé. Donc, la médecine, elle est entrée, elle a suivi le flot. Mais Puis, ça mais la parle question que pas j'ai des envie de médecins poser, individuellement, ça parle de la médecine, ouais, comment elle a évolué. ma question, en fait, quand j'y pense, est plutôt, est-ce que c'est une dérive de la médecine occidentale moderne? Le fait qu'on en soit venu, j'allais dire valoriser, je ne sais pas si c'est le mot, mais on a quand même minimalement banalisé un peu la chose, en grande partie parce que vous l'avez dit, les gens le demandent, le taux de demande est très élevé, le taux d'approbation est très élevé aussi. Mais est-ce que ça reste une dérive de la médecine occidentale moderne? Je dirais pas que c'est une dérive. Je, c'est, Je vais parler pour ce que moi j'ai vécu là, au Mmh. Québec puis un peu au Canada. Là. Je fais partie d'un groupe à travers le Canada. Là. Puis c'est c'est une réussite marketing extraordinaire, l'aide médicale à mourir. Ils ont réussi à
faire un branding. On est parti du mot euthanasie. Euthanasie qui est associé aux blouses blanches, les médecins nazis qui ont tué des L'eugénisme. gens, qui ont tué des malades mentaux, des handicapés dans les institutions allemandes là, de janvier 40 à juin 41. Il y a des milliers qui ont été euthanasiés par les médecins nazis. C'est pas qu'en Allemagne, hein. Rappelons que ça s'est fait largement aux États-Unis, peut-être même au Canada, mais je suis moins C'est-à-dire que certain, là. ce qu'on oublie, c'est que la, la- la médecine, il y a eu un courant là, pendant jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre. Là, il y a eu un courant où certains médecins, puis c'était vu et connu et accepté, puis pratiqué. euh, on parlait de stérilisation volontaire de certaines populations, déficients intellectuels, malades mentaux, tout ça. Ce qu'on appelait l'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire essayer d'enlever les gènes mauvais de la communauté, puis permettre juste aux bons gènes de se reproduire, là, etc. Donc, c'est la théorie de Darwin, c'est scientifique, puis on a identifié ça. Puis, on oublie la médecine, il y a eu un courant accepté, là. En 1941, Robert Foster Kennedy, qui était président de l'Association des neurologues américains, donc pas n'importe qui, présenté devant l'Association des psychiatres américains, donc pas n'importe quelle assemblée. Il préconisait l'euthanasie des déficients profonds, intellectuels profonds. Donc, c'est avant la fin de la guerre, puis c'est avant qu'on connaisse toutes les horreurs nazies. Mais c'était là dans la communauté, là. Donc, mon point est de dire que on ne parle pas là, d'eugénisme, on ne parle pas d'euthanasie involontaire, on parle de gens qui font la demande. Puis, Dr. Rivard disait, ben, les gens, ils ont la perception d'eux-mêmes et ils ne veulent pas être autre chose que ce qu'ils ont toujours perçu d'eux-mêmes. Puis, si ils perdent leur autonomie, on va appeler ça la dignité. Est-ce que la dignité est subjective ou objective? Moi, je crois que chaque personne a une dignité intrinsèque. Peu importe s'il est capable de parler, de marcher ou de travailler, etc., etc. Mais je comprends qu'on peut aussi voir la dignité comme étant subjective. C'est moi qui décide qui est digne pour moi. Si je suis plus capable de m'occuper de mon hygiène, je me sens indigne. Donc, à ce moment-là, je peux demander l'aide médicale à mourir, mais essentiellement, je peux demander le suicide. On a parlé, bon, beaucoup des patients jusqu'à maintenant, de leur souffrance. Mais qu'en est-il, de la souffrance potentielle des médecins ou des praticiens quelconques qui, eux, offrent ce service, qui, le prodiguent? Est-ce qu'il y a une conséquence, j'ai envie de dire néfaste psychologiquement, envers ces personnes? Rappelons que Gaétan Barrette, ministre de la Santé à l'époque, en 2014, avait dit, je paraphrase ici, là, mais qu'il n'y avait pas de crainte à ce niveau. Est-ce que c'est vrai? Bien, il n'y a pas d'étude. À ma Il n'y a peut-être pas connaissance, il n'y a d'études. pas d'étude qui a été faite. Si je pars de mon expérience de psychiatre légiste, qui a rencontré des personnes qui ont enlevé la vie de d'autres personnes, vous allez me dire, c'est quelques-unes, c'était à la demande. Pas beaucoup, là, 3 ou 4 personnes qui ont fait ça à la demande de l'autre, là, de l'aide au suicide. Là, ils ont été accusés d'aide au suicide. Mais On la parle pas de majorité des gens que j'ai vus qui ont enlevé la vie des gens, de d'autres personnes, c'est des gens qui ont causé la mort sans que l'autre voulait. Là. Donc, là, on mais parle de bon, meurtre. oui, On parle pas on de parle docteur ou d'homicide, on de... parle Oui, de oui. meurtre, Faut d'homicide. spécifier, les gens auraient pu confondre. Ben oui, mais à part 2 ou 3 tueurs à gages, là, les gens qui ont causé la mort de quelqu'un vivent mal ça, contrairement à ce qu'on peut penser. Mhm. Euh, ils vivent mal ça et plusieurs finissent par scraper leur vie ou se suicider. Et le travail d'un psychiatre légiste, qu'on les accompagne ou l'on court par la suite en détention, puis éventuellement on innocue ça dans la communauté, c'est de les aider à accepter l'acte qu'ils ont posé et de continuer à vivre malgré tout et de se permettre d'avoir une vie. Là, on parle de criminels, là, je sais être sûr. Oui. Ouais, ouais. Donc, le seul lien que je veux faire, c'est qu'enlever la vie de quelqu'un, je pense que ça peut être lourd de conséquences.
Même à la Je, demande de cette personne. je crois que oui, mais je peux me tromper. Puis actuellement, il n'y a pas d'études qui démontrent que les médecins qui pratiquent l'aide médicale à mourir ou l'euthanasie, j'ai pas vu, moi, d'études qui disent ah, Mhm. ces gens-là développent des symptômes Des psychologiques. regrets. L'autre chose, l'autre expérience que j'ai, ça, c'est pas une expérience pratique, là, c'est les lectures qui m'ont amené à ça. La peine de mort, les bourreaux Mhm. anglais, américains, euh, qui ont pratiqué beaucoup de pendaison, là, du chez de choc qu'on parle. Quelques-uns aux États-Unis, c'était électrocution ou Injection injection, mais aussi. la plupart, c'était pendaison. Et il y a des études sur ces gens-là. Et eux, même s'il y avait la permission de la loi, ils agissaient pour la loi, euh, ils avaient, pour un grand nombre, là, on dirait quasiment la majorité, développaient des symptômes dépressifs, quelques suicides, beaucoup d'alcoolisme, et quelques-uns qui finissaient par dire après quelques années de dire ça n'a pas de bon sens de faire ça. On ne peut pas enlever la vie de quelqu'un. Même un criminel qui, entre guillemets, le Ouais. mériterait. Puis même avec la permission de l'État, là. Donc, c'est ce qui m'amène à dire que lorsqu'il y aura des études, peut-être qu'on aura ce même genre de phénomène chez les médecins, mais peut-être pas, puisque l'individu qui le demande et le veut, la famille qui l'entoure pour la majorité de ce qu'on entend le veut. Donc, peut-être que ça va créer un climat qui va permettre que ça n'amène pas d'impact négatif chez les exécutants, chez ceux qui euh, prodiguent ce soin. Mhm. Bon, on parle d'élargir l'admissibilité aux personnes atteintes de troubles mentaux. Ça devrait à peu près être fait en 2027. Après, il faudra voir dans quelles seront les balises, dans quel cadre juridique la chose pourrait être faite. C'est pas encore fait, mais ça risque de venir. Mais on voit une tendance depuis 2014 au Canada et au Québec seulement, c'est qu'on élargit constamment. En fait, l'admissibilité à l'aide médicale à mourir, c'est peut-être la dernière question ici, là, mais où voyez-vous les choses évoluer en termes d'admissibilité? Donc, est-ce qu'on va continuer dans cette logique d'ouverture ou d'élargissement? Jusqu'à quelle limite, en fait, on va élargir au-delà de la santé mentale? Et surtout, est-ce que l'État va devenir, en ce moment, on parle de 7%, un peu plus, 7,3% des décès qui se font par aide médicale à mourir. Notre système de santé va être, j'ai envie de dire, accaparé, mais du moins, va dédier une proportion de ses ressources qui sera significative à l'aide médicale à mourir si vraiment là, les taux d'augmentation se maintiennent pendant les 10, 20 ou 30 prochaines années. En gros, où voyez-vous les choses aller? Bien, je vais commencer par la fin de votre question. Euh, les, on parle aujourd'hui dans tous les systèmes, mais le système de santé aussi, d'efficience, d'efficacité, de bons résultats, etc. L'aide médicale à mourir est extrêmement efficiente, efficace. Donc, pour et l'inverse, les gens qui sont en fin de vie, même s'il leur reste quelques jours, quelques semaines, ou les gens qui nécessitent des soins chroniques, dialyse, accompagnement de tous les jours, etc., ça, c'est très dispendieux. Donc, l'investissement minimal dans l'aide médicale à mourir est extrêmement rentable pour la communauté, pour la Pour société, l'État. pour l'État, pour le Mm. budget. Donc, ça, c'est assez clair, là. Si c'était Mais personne ne veut le dire à haute voix, j'ai envie de dire. Ou peu de gens. Peu de gens. peu de gens, avant que l'aide médicale à mourir soit disponible pour les personnes qui ont des maladies chroniques, il y a une étude du directeur du budget au fédéral, là, je pense que c'est vers 2018, qui indiquait que on pouvait sauver, là, il estimait qu'on pouvait sauver dans une année 0,8% du budget fédéral de la santé. Des peanuts, là, quelques centaines de millions de dollars. Donc 0,8% du budget total de la santé au Canada, là, toutes les dépenses. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais là, ça, c'était avant qu'on parle des malades, des gens qui avaient une maladie mentale, puis c'est avant qu'on parle des gens qui avaient une maladie chronique.
Donc aujourd'hui, je pense que les chiffres seraient différents et ça serait plus important. Mais déjà, si tu sauves 800 millions, c'est déjà ça. À l'époque, c'était ça, là. Donc, c'est bon. Ça, c'est l'aspect budget. Troubles mentaux et aide médicale à mourir, ben, les enjeux sont, est-ce qu'on sait vraiment quand est-ce qu'une maladie mentale la condition est irrémédiable, qu'il n'y aura pas d'amélioration? Je vous interromps, parce que la question du budget m'intéresse. On a mentionné 800 millions. Mais quand je dis est-ce que personne en parle ou peu de gens en parlent, est-ce que la pression est réelle dans le système de santé pour, j'ai envie de dire implicitement, on ne va pas bien sûr encourager le personnel de santé à, disons, aiguiller les patients vers ça, mais tôt ou tard, est-ce que la pression pourrait se faire sentir au point où ce que, peut-être de façon non écrite, on commencerait justement la dérive vers, ben écoutez, c'est un soin de santé comme un autre, pensez-y. Ben, Ou c'est farfelu, peut-être que... vous venez de le dire, c'est devenu quasi un soin de santé comme un autre. Hein. Puis, regardez ce qu'on voit dans les médias. Regardez ce qu'on... Donc, est-ce qu'on voit beaucoup plus de renseignements, de reportages, etc., de discussions sur l'aide médicale à mourir que sur les soins palliatifs et l'accompagnement à long terme, sauf pour dire qu'il en manque. Ouais. Avez-vous entendu quelqu'un dire j'ai demandé de l'aide médicale à mourir, puis je devais le recevoir le 22 juin, puis j'ai été reporté au 7 juillet parce qu'il manquait Il n'y a d'infirmières pas de ou de liste médecins? d'attente. Non. Il n'y a pas de liste d'attente. Donc, il y a ça. Euh, Est-ce que c'est le but premier de l'État? Bien, je ne mettrai pas de mauvaise intention à qui que ce soit, ni l'État, ni personne dans le Personne n'est système. malveillant, à ce que je sache. Exactement. Personne n'est malveillant, mais on ne peut pas s'empêcher de constater que on organise très bien l'aide médicale à mourir. On est prêt à fournir l'aide médicale à mourir à la maison, ce qui est très bien comme soin. Là. C'est mieux de mourir à la maison que à l'hôpital. Donc, on l'organise à la maison, on l'organise dans différents endroits. Là. CHSLD, potentiellement. CHSLD, dans les unités de soins palliatifs. Une maison funéraire qui l'offre chaque fois au Oui, c'est Québec. ça. Donc, on est prêt à élargir. Ce avec quoi je peux être d'accord, là, dans le sens que je ne suis pas d'accord avec l'aide médicale à mourir, Ouais. mais une fois que Une fois que c'est fait, c'est accepté, fait. Là. ouais, une fois que c'est accepté, c'est ça. Puis, mais est-ce qu'on a la même attention à offrir les soins requis pour la personne qui est alitée ou qui est dialysée ou qui devrait recevoir sa morphine, mais qui l'a 3 heures plus tard, puis qui souffre 3 heures pour rien? Est-ce qu'on a le même désir? Oui, on a le même désir, mais est-ce qu'on met les actions autant? Ça, peut-être que non. Puis, donc, je reviens à l'aide médicale à mourir, puis la maladie mentale. Mais les limites aussi de l'admissibilité là, qui semblent toujours être élargies de Oui, plus en ben plus. On ça, s'arrête où? on pense que c'est écrit dans le ciel. Là. On est parti d'un soin exceptionnel dans des circonstances exceptionnelles en 2014 à ce qu'on est aujourd'hui. Puis, il y a un document du Collège des médecins qu'ils ont présenté à l'Assemblée nationale là, lorsqu'il y avait des discussions pour élargir l'aide médicale à mourir. Puis, dans le document, le collège disait, bien, éventuellement, il faudra réfléchir à offrir l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont fatigués de vivre, les personnes âgées qui sont fatiguées de vivre. C'est subjectif, hein, quand même. Puis, peut-être aussi envisager éventuellement l'aide médicale à mourir pour les enfants très, très atteints, handicapés, 0-12 mois. Ça a été mentionné, mais on n'est pas C'était encore rendu mentionné, là. ben non, on n'est pas là Ouais. encore, mais donc votre question, c'était est-ce que ça Quelles va sont les continuer? limites? Ouais. Je n'en vois pas. Il y en a pas. Louis Morissette, mot de la fin. Bien, on l'a dit, puis je tiens à le répéter, là. Le but de ça, de l'aide médicale à mourir, c'est d'aider les gens, de diminuer la souffrance ou de soulager la souffrance
Donc, je ne doute pas de ça. Je crois que tous les intervenants veulent le bien, autant les individus que les organisations. C'est le bien qu'on veut. Je ne mets pas ça en doute d'aucune façon. Il n'y a pas de malveillance, il n'y a pas de gens qui ont des agendas cachés, mais il y a beaucoup de choses qui font en sorte, en dehors de ce désir d'aider les personnes souffrantes, il y a beaucoup d'éléments dans notre société qui font en sorte que la pression est grande pour que ce soin-là prenne la place. Louis Morissette, merci beaucoup.